Imaginons un instant la situation suivante. Vous consultez un relevé bancaire et là, le solde affiche un découvert vertigineux de 10, voire 12 milliards d'euros. C'est le genre de vision qui provoque une surfroide immédiate en général. Exactement. Le réflexe immédiat, c'est la panique absolue. Pourtant, face à ce même gouffre, le comptable en charge du dossier pourrait très sereinement affirmer que cette dette colossale est en réalité le signe d'une excellente santé financière. Et c'est justement ce paradoxe assez incroyable qui se joue en ce moment même au cœur de la capitale française. Tout à fait. Aujourd'hui, notre exploration en profondeur nous emmène dans les méandres d'un mystère à 12 milliards d'euros, à savoir l'état réel des finances de la ville de Paris à l'aube des élections municipales de 2026. Et 12 milliards, ce n'est plus une simple ligne dans un tableur. Disons que c'est une force gravitationnelle qui oblige absolument chaque candidat à redéfinir sa vision de la métropole. Absolument. Mais avant de mettre les mains dans la mécanique de ces programmes, je pense qu'il est crucial de poser un cadre très clair pour ceux qui suivent notre analyse aujourd'hui. Oui, c'est même indispensable vu la nature des documents que nous allons éplucher. Voilà. Nous avons sous les yeux des propositions politiques qui balayent l'intégralité du spectre. Ça va de l'extrême gauche, avec des partis comme Lutte ouvrière ou le NPA, jusqu'à l'extrême droite avec Reconquête ou le Rassemblement national. Et il faut être très clair là-dessus. Notre démarche ici n'est absolument pas de distribuer des bons points ou d'endosser une quelconque de ces plateformes. C'est ça. Je tiens à souligner que notre mission est purement analytique, pédagogique et bienveillante. On veut ouvrir le capot de ces différents moteurs financiers pour comprendre comment ils sont construits. Et surtout, s'ils peuvent concrètement tourner et avec quel carburant financier. Parce que, avant même d'aborder les remèdes proposés, le diagnostic lui-même est l'objet d'une bataille acharnée. C'est d'ailleurs la première question qui émerge de nos sources. Paris est-elle vraiment une ville en faillite imminente ou bien une métropole qui assume une stratégie d'investissement massif? Si on se penche sur les chiffres officiels, notamment ceux de la Chambre régionale des comptes, qui est un peu l'arbitre institutionnel dans ce domaine, le tableau est pour le moins sévère. Ah oui, ils ne mâchent pas leurs mots. La dette a plus que doublé depuis 2014, c'est bien ça? C'est ça, on frôle les 5 000 € de dette par habitant, mais le chiffre clé, vraiment le nerf de la guerre, c'est ce qu'on appelle la charge de la dette. On parle de 540 millions d'euros par an. 540 millions par an, juste pour la charge. Donc, pour clarifier, c'est l'argent qui quitte les caisses avant même de financer quoi que ce soit d'autre, hein? Exactement. C'est le remboursement du capital et le paiement des intérêts. Un demi-milliard volatilisé avant même de ramasser une seule poubelle ou d'éclairer une rue. Bon, là où je suis un peu perplexe en lisant le document, c'est qu'il y a une contradiction apparente. D'un côté, on nous décrit cette asphyxie, et de l'autre, la majorité sortante, incarnée par Emmanuel Grégoire, annonce très officiellement un excédent budgétaire de 800 millions d'euros prévu pour 2025. Oui, ça peut paraître complètement contre-intuitif. Comment peut-on être au bord de la faillite et afficher 800 millions d'excédents en même temps? La mécanique m'échappe un peu, en fait. Eh bien, c'est une excellente question qui touche vraiment au cœur de la comptabilité publique. Il faut savoir que le budget d'une collectivité locale en France est divisé en deux sections totalement étanches. Le fonctionnement et l'investissement, j'imagine. Voilà. Le fonctionnement, c'est le quotidien. Et la loi impose ce qu'on appelle la règle d'or. Une ville n'a pas le droit d'emprunter pour payer ses dépenses de fonctionnement, comme les salaires de ses agents. D'accord. Donc l'emprunt, c'est uniquement pour l'investissement, pour construire en dur. C'est ça. Et 800 millions dont parle la majorité sortante, c'est en fait l'épargne brute tirée du budget de fonctionnement. C'est l'excédent du quotidien. Mais, et c'est là que le bât blesse, c'est précisément cet excédent qui doit servir à payer les fameux 540 millions de la charge de la dette. Ah, je vois. Donc, pour utiliser une analogie et vulgariser pour notre auditoire, c'est un peu comme analyser les finances d'un ménage. D'un côté, on se félicite parce qu'il reste 800 euros sur le compte après avoir fait les courses du mois, Oui, on pourrait voir ça comme ça. mais de l'autre, on oublie de préciser que la traite mensuelle du crédit immobilier va engloutir 540 euros de ce reste à vivre, ce qui laisse très peu de marge. Alors, je vais devoir vous interrompre sur cette comparaison, même si elle est très parlante. C'est le piège rhétorique dans lequel tout le monde tombe. D'un point de vue macroéconomique, une ville n'est pas un ménage. Ah bon? Quelle est la différence fondamentale alors? Eh bien, un ménage vieillit, finit par disparaître, et ses revenus sont strictement limités par son salaire. Une métropole mondiale, elle, a une durée de vie infinie. Et surtout, elle a un pouvoir quasi régalien, elle peut lever l'impôt. C'est-à-dire que si la ville a besoin d'argent, elle augmente simplement les taxes de ses habitants? Mathématiquement, oui. C'est une différence fondamentale qui modifie totalement le rapport au risque.
Et c'est le point de bascule pour comprendre l'argumentaire de la gauche de gouvernement. Ils assument cette dette parce qu'ils ne regardent pas seulement le passif, mais l'actif. Ah, l'actif. Oui, dans nos sources, ils expliquent que la valeur du patrimoine de la ville de Paris est passée de 24 milliards à 47 milliards d'euros en une décennie. Exactement. Et si on regarde les documents de la gauche radicale, comme la position de Sofia Chikirou pour la France insoumise, la relativisation va encore plus loin. Il se base sur un ratio précis. Le ratio dette sur budget, c'est ça? Oui. La dette de Paris représente environ 85% de son budget annuel. Et pour eux, ce n'est pas dramatique quand on compare avec d'autres métropoles. Nos sources mentionnent New York qui frôle les 95% et Londres qui s'envole à près de 200% d'endettement. Attendez, 200%? Par quel miracle économique Londres peut-elle fonctionner avec une dette équivalente à 2 années entières de son budget sans s'effondrer? Parce que la mécanique britannique est radicalement différente. D'abord, le système de transport, Transport for London, concentre une dette gigantesque mais génère des revenus massifs. Ah oui, c'est un actif qui rapporte beaucoup d'argent au quotidien. C'est ça. Ensuite, leur système de taxation locale, la council tax, offre une flexibilité très différente de notre taxe foncière. L'argument de la gauche radicale, en citant Londres, c'est de dire que pour une ville-monde, la dette est un levier, pas une maladie mortelle. Le problème, c'est que même si la dette est qualifiée de saine sur le papier, ces 540 millions d'euros par an doivent bien sortir des caisses, ce qui nous amène aux solutions proposées. Commençons par le bloc central et la droite classique. Oui, incarné dans nos sources par Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel. Leur approche est ce qu'ils appellent un choc de gestion, avec un postulat très ferme, aucune augmentation d'impôts. Ce qui les oblige, mathématiquement, à aller chercher des centaines de millions d'euros d'économies à l'intérieur de la machine administrative. J'ai noté qu'une découpe majeure concerne les préemptions immobilières. Dati estime qu'en arrêtant ces préemptions, la ville économiserait immédiatement 250 millions d'euros par an. Bournazel chiffre même cela à 2 milliards sur une mandature. Pour ceux qui ne sont pas familiers, la préemption, c'est quand un immeuble privé est mis en vente et que la mairie bloque la transaction pour l'acheter à la place afin d'en faire des logements sociaux. C'est exactement cela. La philosophie de la gauche, c'est de maintenir une mixité sociale dans les quartiers chers. Mais la réalité financière, c'est que la ville achète au prix du marché, autour de 10 000 euros le mètre carré, pour louer à un tarif social. Un investissement qui ne sera donc jamais rentabilisé financièrement. Voilà, c'est un gouffre financier assumé par la majorité actuelle, mais que la droite considère comme une gabegie. Il propose d'arrêter l'hémorragie tout de suite. Et l'autre grand gisement d'économie qu'ils identifient, c'est la masse salariale. Il faut dire que l'administration parisienne compte 55 000 agents. C'est colossal, c'est presque la taille de la Commission européenne. C'est une vraie ville dans la ville. Le plan de la droite prévoit de ne pas remplacer systématiquement les départs à la retraite et de traquer l'absentéisme, qui coûterait 250 millions par an à la collectivité. Mais de ce que je lis, Pierre-Yves Bournazel va beaucoup plus loin. Pour diviser la dette par deux, il propose de vendre les fameux bijoux de famille. Les montants espérés sont énormes. Vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain rapporterait environ 1 milliard d'euros. Céder 20 000 logements sociaux situés en banlieue générerait 3 milliards. Et il y a aussi la privatisation du nettoyage des rues, annoncée à 742 millions d'économies. Ce qui est amusant, c'est que sur le Parc des Princes, la majorité sortante est plutôt d'accord. En effet, Emmanuel Grégoire refuse lui aussi de continuer à payer avec de l'argent public pour un stade de football professionnel. Bon, je comprends bien la logique comptable du choc de gestion, mais il y a une faille conceptuelle évidente pour moi. On ne peut vendre le Parc des Princes qu'une seule fois. C'est tout à fait vrai, c'est un fusil à un coup. Si on vend pour 4 milliards d'actifs afin de boucher des trous, que se passe-t-il au mandat suivant, quand il n'y a plus rien à vendre et que les dépenses courantes sont toujours là? C'est là qu'il faut comprendre l'objectif de cette purge budgétaire. L'idée n'est pas de vivre éternellement sur des ventes d'actifs. En encaissant ces 4 milliards d'un coup, la ville rembourse par anticipation une énorme portion de sa dette. Et donc, mécaniquement, la charge annuelle de 540 millions d'euros s'effondre. Exactement. On libère ainsi, de manière pérenne, des centaines de millions chaque année dans le budget courant, recréant une capacité d'autofinancement sans toucher aux impôts. C'est un pari de restructuration brutale.
Restructuration brutale, le mot est lâché. Et si on regarde les propositions de la droite nationaliste, avec Sarah Knafo pour Reconquête et Thierry Mariani pour le RN et l'UDR, là on passe de la restructuration à l'amputation pure et simple. Les chiffres changent totalement d'échelle. Le plan de reconquête ambitionne de couper entre 9,4 et 10 milliards d'euros. L'idée maîtresse, c'est de diviser par 2 le nombre de fonctionnaires municipaux en 10 ans. Passer de 55 000 à 28 000 agents. Mais comment peut-on enlever 27 000 personnes sans que la ville ne s'arrête de fonctionner? Ça me paraît logistiquement délirant. Cela n'est possible qu'en abandonnant purement et simplement des missions que la mairie actuelle juge essentielles. Nos sources mentionnent l'arrêt de la baignade dans la Seine, qui a coûté 47 millions d'euros, ou la suppression des budgets d'agriculture urbaine évalués à 18 millions. Et du côté de Thierry Mariani? Lui cible particulièrement les politiques migratoires. Son programme prévoit la fermeture de la maison des réfugiés et la fin de toutes les subventions liées à l'accueil de l'immigration. Purement analytique, c'est la finalité de cette contraction. Le but n'est même pas de rembourser la dette? Ah non, le but, c'est de rendre cet argent aux contribuables. Voilà, Sarah Knafo promet une baisse de 50% de la taxe foncière, Mariani évoque une restitution de 310 millions d'euros par an aux Parisiens via cette même taxe. On traite vraiment la ville comme une entreprise en liquidation qui verse un dividende exceptionnel à ses actionnaires propriétaires. C'est la traduction économique d'un positionnement très clair. Le rejet de l'interventionnisme public au profit du pouvoir d'achat privé. Alors, basculons complètement à l'opposé de cette philosophie. La gauche radicale, d'après nos documents, refuse catégoriquement cette idée de contraction ou d'austérité. Pour eux, la question n'est pas de savoir où couper, mais où trouver de l'argent frais. Et c'est là qu'on découvre une innovation financière assez étonnante, portée par la France Insoumise et Sophia Chikirou, ce qu'elle appelle l'épargne citoyenne. L'épargne citoyenne, c'est-à-dire? L'idée, c'est de s'émanciper des marchés financiers et de leur taux d'intérêt. Le mécanisme s'appuierait sur le Crédit municipal de Paris, dont la ville est l'actionnaire unique, pour créer un livret Paris Solidarité. Ah, donc la municipalité proposerait directement un produit d'épargne rémunéré à ses propres habitants. Exactement. Mais prenons un instant pour mesurer l'audace du concept. Au lieu de confier ses économies à une banque traditionnelle qui spécule sur les marchés mondiaux, l'habitant prête directement à la mairie lui verse des intérêts et utilise le capital pour rénover l'école du quartier, par exemple. C'est tout à fait ça, financer les écoles ou la transition écologique. En fait, c'est comme si une mégalopole mondiale organisait un crowdfunding géant en court-circuitant complètement les banques traditionnelles. L'ingénierie est innovatrice, oui, mais ce n'est qu'un pan d'une stratégie plus vaste de refonte fiscale, basée sur la justice sociale. L'idée est de surtaxer la rente. Les résidences secondaires, les logements vacants, j'imagine. Oui, de manière très punitive. Mais il vise aussi l'industrie du luxe. La proposition inclut une augmentation massive des redevances d'occupation de l'espace public lors des grands événements comme la Fashion Week. Le raisonnement étant que si le luxe mondial utilise le décor parisien pour prospérer, il doit en payer le prix fort. C'est exactement l'argument. Et si on pousse le curseur jusqu'à l'extrême gauche, avec le NPA ou lutte ouvrière, alors là, le cadre même du budget municipal tel qu'on le connaît vole en éclats. C'est-à-dire qu'il ne se pose même plus la question des lignes du budget? Pour eux, le débat sur les taux d'intérêt ou la taxe foncière, c'est une illusion bourgeoise. Leur analyse macroéconomique est simple. La richesse n'a pas à être créée par l'endettement de la ville, elle existe déjà, accumulée dans les sièges des entreprises du CAC 40 basées à Paris. Donc la solution de l'extrême gauche est extra-municipale. Totalement. Elle passe par la réappropriation de ces richesses via le rapport de force sociale et pas par une gestion comptable de bons pères de famille. Eh bien, en prenant un peu de recul sur toute cette masse d'informations, on se rend compte que cette fameuse dette de 12 milliards agit comme un révélateur photographique impitoyable. Elle oblige tout le monde à jouer carte sur table. Si on synthétise, on a vraiment 3 grandes visions qui s'affrontent. D'abord, le gestionnaire pragmatique, qui veut vendre des actifs pour purger le passif et retrouver de l'oxygène. Ensuite, on a le liquidateur idéologique qui ampute l'administration pour baisser massivement les impôts. Et enfin, le redistributeur offensif, qui crée des banques locales et surtaxe le grand capital pour maintenir les services publics. Ce qui est certain, à la lecture de ces documents, c'est que plus aucun candidat ne peut promettre une nouvelle crèche ou une nouvelle piste cyclable sans expliquer très concrètement d'où viendra l'argent. C'est la véritable leçon de ce diagnostic. L'argent magique n'existe plus dans le débat parisien. Et
au-delà des milliards d'euros, des taux d'emprunt, des astuces comptables, toute cette analyse nous pousse vers une interrogation vertigineuse sur l'âme même des métropoles modernes. On peut légitimement se demander ce qui constitue la véritable richesse d'une ville aujourd'hui. C'est une question très philosophique au final. Oui. Est-ce qu'on doit la mesurer à l'aune de la pureté immaculée de son bilan comptable et à la valeur astronomique de ses mètres carrés? Ou bien cette richesse réside-t-elle dans sa capacité obstinée, quitte à flirter avec le déséquilibre financier, à maintenir en son cœur des classes moyennes, des travailleurs essentiels et des familles? Des populations qui, sans une intervention publique massive, en seraient exclues à jamais. Exactement. Voilà une réflexion essentielle qui dépasse de loin les simples colonnes de chiffres. Pour quiconque s'intéresse à l'avenir de nos grands espaces urbains